La consultation des Néo-Calédoniens sur les accords de Bougival a été abandonnée. Peut-on parler une fois de plus de recul du gouvernement français? Quelle est la position de l'UPR sur le dossier calédonien, demande Pascal. Alors ça, c'est un sujet très important, mais qui ne fait pas les grands titres des journaux et qui nécessiterait peut-être que je fasse une vidéo spéciale, si j'en ai le temps, sur ce sujet. Pour que les Français métropolitains comprennent un peu ce dont il s'agit, je suis obligé de faire un petit rappel rapide. La Nouvelle-Calédonie a été rattachée à la France en 1853 par la déclaration de l'amiral Février des Pointes à Balade, c'est au nord du Caillou, au nord-est de l'île de Nouvelle-Calédonie, qui avait été découverte d'ailleurs par les Français à cette occasion. Mais c'est le capitaine Cook qui, en 1874, avait appelé ça Nouvelle-Calédonie. Calédonie, c'est l'Écosse. Lorsque les Français ont pris possession de la Nouvelle-Calédonie en 1853, l'objectif de Napoléon III était d'imiter les Britanniques qui avaient mis la main sur l'Australie et qui avaient décidé d'envoyer là-bas tous les repris de justice, les bandits, les bagnards, etc. Ils ont été envoyés à l'autre bout du monde dans des conditions de climat assez saines d'ailleurs, puisque du côté ça s'appelait Port Jackson, le futur Sydney, mais c'était aux antipodes. Voilà. Et Napoléon III avait décidé de faire la même chose avec la Nouvelle-Calédonie, puisque nous avions un bagne à Cayenne, en Guyane, mais avec une très forte mortalité compte tenu des fièvres pestilentielles. C'était à l'équateur, un climat extrêmement torride et extrêmement humide, alors que le climat de la Nouvelle-Calédonie, qui est proche du tropique du Capricorne, est un climat quasiment de printemps presque permanent. Le climat est extrêmement agréable. La France a mis la main là-dessus. Et elle a d'abord envoyé des bagnards, notamment ceux de la commune, et après ça, elle a envoyé des colons. Notamment lorsqu'on a commencé à découvrir qu'il y avait des métaux intéressants comme la garnierite, trouvée par le géologue Jules Garnier, mais aussi et surtout du nickel, qui fait qu'actuellement, la Nouvelle-Calédonie, je crois, elle doit être le 3e ou 4e producteur mondial de nickel à soi toute seule, nickel dont on a besoin dans tous les aciers spéciaux, et en particulier dont a énormément besoin l'industrie asiatique, et au tout premier rang de laquelle l'industrie chinoise. Les Français ont envoyé des colons et se sont par ailleurs appropriés des terres qui étaient des terres ancestrales appartenant à des clans Kanaks coutumiers. Les Kanaks étant la population d'origine, le peuple premier, comme certains disent, installés depuis des siècles, sinon plus de 1000 ou 2000 ans, et qui étaient installés en Calédonie, et qui avaient une société extrêmement hiérarchisée, un peu se rapprochant de ce que l'on connaissait à l'époque du Moyen-Âge, un peu pour paraphraser Georges Duby, il y avait le chevalier, le paysan et le prêtre. Donc la société kanak, comme toutes les sociétés mélanésiennes, est une société tribale, avec au sommet, il y a des chefs de clans, et puis il y a des clans qui sont propriétaires des terres. Alors il n'y a pas des registres fonciers, il n'y avait pas de notaire, il n'y avait pas de conservation des hypothèques, mais dans l'esprit et dans la tradition orale connue et ressassée siècle après siècle par les tribus kanaks, on savait très exactement que telle terre appartenait à telle tribu. Évidemment, lorsque les Français sont arrivés, ils se sont installés. Ils ont considéré, comme c'était une très grande terre à peu près vide d'habitants, parce qu'il devait y avoir, lorsque les Français sont arrivés, peut-être, je ne sais pas, 30 000 habitants sur un territoire qui fait 450 ou 500 kilomètres de long sur 50 à 60 kilomètres de large, sans compter les îles. Donc c'est quand même un territoire absolument gigantesque qui était à peu près vide d'hommes, en tout cas avec une très faible densité par kilomètre carré. Et les Français de 1853, 1860, 1870, 1880, qui n'étaient pas étouffés par le racisme et qui ne comprenaient pas la société dans laquelle ils étaient arrivés, se sont appropriés tout simplement les terres, donnant naissance à un conflit qui dure toujours. Un conflit qui dure toujours et qui s'est agrémenté d'autres éléments d'appréciation. Ça a été l'afflux de Français de France, mais aussi l'afflux
notamment après la Seconde Guerre mondiale et les indépendances de l'Indochine. Il y a eu un afflux de Vietnamiens qui venaient de la colonie française au Vietnam. Il y a eu des Tahitiens et des Wallisiens futuniens qui sont venus s'installer puisqu'on a développé le commerce, l'extraction du nickel, donc il y avait besoin d'avoir des ouvriers, d'avoir une force de travail. Donc il y a eu un développement économique significatif, d'où l'afflux de ces personnes. Et puis il y a eu également l'afflux de certains pieds noirs après l'indépendance de l'Algérie en 1962. Un certain nombre de ce qu'on appelle les Français qui étaient installés là-bas, qu'on appelait les pieds noirs, plutôt que de se réinstaller en métropole, sont allés s'installer en Nouvelle-Calédonie. J'ai oublié de préciser qu'après 1870-71, un certain nombre d'Alsaciens lorrains n'ont pas voulu rester dans les territoires qui avaient été donnés au Deuxième Reich, au Reich de Bismarck et de Guillaume II, et donc sont venus en France et en fait sont allés s'installer en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est un peu le melting pot. À quoi s'ajoute encore, dans les années, à partir des années 60, l'afflux important de fonctionnaires français, puisque le pays s'est développé, il y a un haut commissariat, on a créé des écoles, on a créé des hôpitaux, on a créé toute une série d'établissements publics qui avaient besoin évidemment d'avoir des métropolitains, soit des fonctionnaires, soit des métropolitains qui ne sont pas fonctionnaires mais qui travaillent dans le secteur privé. Voilà. Alors, tout ceci a mené, comme vous le savez, à une situation très déséquilibrée, avec une espèce de grand remplacement, c'est le cas de le dire, où la population autochtone est devenue minoritaire dans son propre pays, jusqu'à tomber dans les années 1920 à moins de 20% de la population, et puis a remonté en puissance. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a à peu près 40%, en gros, de Kanaks, il y a à peu près 40% de gens de France métropolitaine, et puis il y a à peu près 20% qui ne sont ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire des Tahitiens, Wallisiens, Futuniens, Indonésiens, Vietnamiens, etc. Voilà à peu près la configuration des choses. À partir des décolonisations qui ont commencé à frapper le Pacifique Sud dans les années 70, avec notamment l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1975, l'indépendance des Nouvelles-Hébrides, qui sont juste à côté de la Nouvelle-Calédonie, et qui a été indépendante sous le nom de Vanuatu en 1980, eh bien, évidemment, tous les micro-États qui avaient toutes ces colonies, notamment britanniques, ou bien australiennes et néo-zélandaises, ont acquis leur indépendance, sauf les colonies françaises, qui sont restées des colonies. Avec quand même une évolution des statuts, pour tenir compte du sens des réalités, puisque les réalités, c'était une revendication identitaire, civilisationnelle, de plus en plus importante dans tout le Pacifique Sud, ce que les théoriciens de cette zone appellent Pacific Way, c'est-à-dire une espèce de vision du monde non violente, avec la primauté de la nature, le respect de la nature, le respect des grands équilibres, des traditions ancestrales, le respect des ancêtres, voilà. Enfin, une conception souvent non marchande de la vie. Voilà. En gros, je schématise évidemment à l'extrême. Alors, cette montée en puissance des revendications kanaks, assortie de la remontée en puissance de la démographie, a fini par aboutir à des clashs, d'autant plus volontiers d'ailleurs que certaines grandes puissances, comme c'était le cas d'ailleurs en Algérie, ont une envie, c'est que la France dégage. Puisque la présence de la France en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, évidemment, elle fait tache dans un océan qui est un océan anglo-saxon essentiellement, dominé largement par les États-Unis d'Amérique au nord-est, par l'Australie et la Nouvelle-Zélande au sud-ouest, mais également dominé par les puissances d'Extrême-Orient, le Japon jusque récemment et maintenant la montée en puissance de la Chine. La présence de la France dans cette zone du futur est absolument essentielle pour notre devenir. C'est ce qui nous permet d'avoir une zone économique exclusive qui est la première ou la deuxième du monde. Il y a des gens qui chipotent entre nous et les États-Unis. Certains disent que la France est la première zone économique exclusive. Vous savez, à partir des 250 000, ça a été suite à la Convention sur le droit de la mer de 1982 signée à Montego Bay. Donc la France est la première zone économique exclusive au monde grâce à cette présence. Et puis nous sommes là où les choses se passent.
et nous pouvons avoir un dialogue avec les grandes puissances. Donc il est très important d'être présent, et évidemment, certaines forces, anglo-saxonnes pour ne pas les nommer, jadis, mais maintenant des nouvelles venues, verraient bien que la France dégage. Sur un fond d'injustice criante faite à nos compatriotes kanaks, puisque quand on allait en Nouvelle-Calédonie, comme je suis allé en 1980, au début des années 80, il y avait un gouffre inimaginable entre le mode de vie des habitants à Nouméa, et qui était une ville qui ressemblerait, qu'on pourrait comparer à Cannes, si vous voulez, ou à Antibes, à la fois quant au climat, quant aux perspectives, quant au niveau de vie général. Et quand on allait en brousse, comme on dit, c'est-à-dire quand on montait dans la province nord, où là on découvrait que nos compatriotes kanaks étaient dans un état de très grand dénuement. Il est donc arrivé, sous la présidence de Mitterrand, ce qu'on a appelé pudiquement les événements d'Ouvéa, qui était une révolte des Kanaks, qui n'était pas la première du genre, puisque toute l'histoire de la présence de la France en Nouvelle-Calédonie a été ponctuée de révoltes, l'une des plus importantes étant la révolte du grand chef Ataï en 1876, qui avait secoué la colonie à l'époque. Lors de ces affaires d'Ouvéa, il a été convenu par les accords de Matignon, c'était du temps de Michel Rocard, eh bien qu'il y aurait la France allait mettre le paquet pour développer la Nouvelle-Calédonie, notamment les zones en dehors de Nouméa, et qu'il y aurait, je ne sais plus, c'était 15 ans après, je crois, 15 ou 20 ans après, il y aurait l'organisation de 3 référendums pour savoir si, à ce moment-là, après avoir eu ce développement, la Nouvelle-Calédonie choisirait la voie de l'indépendance ou de rester dans la République française. Les négociations ont été extrêmement ardues sur cette question et la partie indépendantiste kanak a imposé une clause qui est exorbitante, si l'on y réfléchit, qui est que c'est ce qu'on a appelé le gel du corps électoral. C'est-à-dire qu'ils ont fixé des modalités comme quoi il fallait être présent en Calédonie. Alors, je ne me rappelle pas, je n'ai pas vérifié enfin, disons, il fallait être présent 10 ans avant cet accord en Calédonie pour pouvoir avoir le droit de vote dans 20 ans. Voilà. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient arrivés depuis un certain nombre d'années et qui allaient, pendant les 20 ans, arriver de France et s'y installer, y fonder des foyers, se marier, avoir des enfants qui naîtraient sur place, tous ces gens seraient exclus du corps électoral pour désigner 20 ans après de l'avenir du pays. Voilà. C'est évidemment une abomination constitutionnelle, parce que ça revient à dire que sur un territoire de la République française, eh bien, il y a des citoyens français qui ont le droit de vote et des citoyens français qui ne l'ont pas. C'est d'autant plus choquant que nos compatriotes kanaks, quand ils viennent en métropole, ils ont évidemment le droit de vote, même s'ils viennent d'arriver depuis 3 jours. Voilà. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Et qu'il y a donc une extrêmement forte revendication des Français de métropole venus s'installer en Nouvelle-Calédonie depuis 25 ans et qui n'ont toujours pas le droit de vote et qui ont fait leur vie là-bas, qui ont eu des enfants et qui trouvent que c'est absolument scandaleux. C'est une des grosses pommes de discorde avec le reste. Alors, ce qui s'est passé depuis les accords de Matignon, c'est qu'effectivement, la France a créé 3 régions. La région sud, dominée par Nouméa, essentiellement, où la majorité est une majorité de compatriotes venus de métropole, majoritairement loyalistes. La région nord, la province nord, qui est essentiellement peuplée de Kanaks, qui est majoritairement indépendantiste. Et la province des îles, qui comporte l'île des Pins, qui est au sud-est de la Nouvelle-Calédonie, et puis les îles Loyauté, qui sont au nord de la Nouvelle-Calédonie, qui est presque à 98% kanak et très majoritairement indépendantiste. À ce propos, il faut se garder aussi de tout schématisme, puisqu'il se trouve que même si on traite de façon générale les loyalistes, ceux qui refusent l'indépendance, et de façon écrasante les Français qui sont venus de métropole, parfois depuis 4 ou 5 générations, qu'on appelle les caldoches, et aussi ceux qui viennent de Vietnam, Tahiti, etc. En règle générale, ils sont anti-indépendantistes. En règle générale, les Kanaks, eux, sont indépendantistes. Mais ça n'est pas toujours aussi simple que ça, puisqu'il se trouve qu'il y a des caldoches qui sont depuis des générations, qui finalement
sont devenus indépendantistes. Et puis, à contrario, il y a des Kanaks qui, eux, sont contre l'indépendance. Ils sont très minoritaires parmi les Kanaks, mais ils existent. C'est notamment ceux qui étaient au bas de la hiérarchie coutumière des Kanaks. Puisque l'un des secrets de toutes ces affaires dont personne ne parle, c'est que les dirigeants indépendantistes kanaks sont en fait des chefs dans la hiérarchie coutumière, notamment des clans propriétaires des terres. Et que il y a certaines tribus qui sont en fait tout à fait exploitées coutumièrement depuis des siècles et des siècles, et qui eux ne veulent pas d'indépendance, qui verraient en fait revenir un système tribal où ils seraient quasiment les domestiques, pour ne pas dire les esclaves, pour ne pas dire les clans garde-manger, comme on dit, puisque lorsqu'il y avait des guerres tribales avec de l'anthropophagie jadis, eh bien c'était chez eux qu'on venait se servir. Alors j'insiste là-dessus parce que actuellement, le gouvernement français, enfin les gouvernements français, ont le plus grand mal à se défaire de toute cette affaire. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas une communauté qui domine les autres, et puis parce que il y a quand même une légère majorité anti-indépendantiste du fait de la composition ethnique que je viens de dire. Il y a, disons, 90% des Français d'origine métropolitaine qui sont anti-indépendantistes et 80% de ceux qui sont originaires des pays d'Asie du Sud-Est ou du reste du Pacifique qui sont anti-indépendantistes, plus peut-être 10% des Kanaks. Donc au total, ça veut dire que la balance, on peut dire, c'est 55-60% anti-indépendantistes et 40-45% indépendantistes. Pendant les années qui ont suivi les accords de Matignon, eh bien, il y a eu un gros effort qui a été fait, en effet. Et quand on va maintenant en Nouvelle-Calédonie, en 2025, par rapport à 1980, il y a quand même c'est très, très impressionnant. Il y a eu quand même vraiment du développement, notamment dans la province nord, dans les îles, et puis une reconnaissance à quoi les Kanaks sont très attentifs, et à juste titre, comme dans toute la région, à leur identité d'origine. Il y a eu un centre culturel Jean-Marie Djibaou qui a été créé. Il y a des efforts pour reconnaître l'identité kanak. Il y a les deux drapeaux bleu, blanc, rouge et le drapeau de Kanaki qui flottent en règle générale un peu partout. Tout ça est accepté. Et donc normalement, ça a un peu abaissé les tensions. Sont arrivés les référendums de 2018, 2020 et 2022, je ne sais plus où Les 3 référendums sont arrivés. Or, les 3 référendums ont donné la majorité au non à l'indépendance. Le premier de façon très nette, avec ça, pas énorme, mais de style, je ne sais plus, 55%. Le deuxième, moins net, 52% quand même. Le troisième, là, c'était pendant la crise du Covid. Et puis les Kanaks n'ont pas joué le jeu parce qu'ils ont senti qu'ils allaient le perdre. Et donc ils ont appelé à boycotter le 3e référendum, où il y a eu 96% de non, puisque les indépendantistes ne sont pas allés voter en dénonçant ce qu'ils jugeaient être une mascarade, alors que ce n'était en fait que l'application des règles qu'ils avaient eux-mêmes acceptées. J'insiste sur le fait d'ailleurs que ces référendums qui ont donné les 3 fois la majorité aux anti-indépendantistes se sont déroulés alors même qu'il y a une grande partie du corps électoral qui n'avait pas le droit de vote pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Et si, comme en métropole, toute personne étant sur place, enregistrée sur place depuis, je sais pas, quelques mois, ayant plus de 18 ans avait pu voter, le score anti-indépendantiste eût été beaucoup plus important. Alors, où est-ce que l'on en est maintenant ? Eh bien, Macron a nommé Manuel Valls comme ministre de l'Outre-mer pour essayer de trouver une solution, puisque les 3 référendums ont eu lieu, et notamment, donc, c'est un pays qui a refusé l'indépendance. Sauf que le problème, c'est que parmi les indépendantistes, eh bien, il y en a qui refusent de reconnaître ce résultat. Ils considèrent qu'il faut que le pays doit devenir indépendant, référendum ou pas référendum. Ils sont revenus, en fait, sur leur signature. Manuel Valls est arrivé là-dedans comme ministre de l'Outre-mer, et il a fait des projets qui ont mis le feu aux poudres du côté des anti-indépendantistes, à Deva notamment,
et sur lequel il a fallu ensuite revenir pour arriver à un accord qui a eu lieu, je crois, l'année dernière, ou au début de cette année, je me rappelle plus, à Bougival, donc ça c'est dans les Yvelines, où tous les partis de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire aussi bien les partis kanaks indépendantistes, il y a un parti kanak non indépendantiste, et puis les partis loyalistes, les Républicains par exemple, eh bien, ou le Rassemblement national qui est présent sur place, tout le monde était tombé d'accord sur ces accords de Bougival. À quoi consistaient ces accords? Ces accords, ils essayaient de trouver quelque chose qui soit une espèce de chèvre-chou, dire une chose et son contraire, c'est-à-dire que à la fois la Nouvelle-Calédonie restait dans la République française, mais on reconnaissait un État de Nouvelle-Calédonie et la nationalité calédonienne, mais la nationalité calédonienne étant une partie de la nationalité française. Des choses un peu complexes, c'est le moins que l'on puisse dire. Il faut reconnaître que toute la région fonctionne un peu comme ça, puisque tous les micro-États qui ont eu leur indépendance ou leur semi-indépendance sont dans une situation d'indépendance, association. Voilà, par exemple, alors, il y a des États totalement indépendants, comme le royaume de Tonga, ou bien les Samoa occidentales. Et puis il y en a d'autres comme l'île de Niue, ou bien l'archipel de Tokelau, ou l'archipel de Kiribati, qui sont en fait des archipels. Kiribati, c'est les anciennes îles Christmas. Tokelau, c'est les anciennes îles Gilbert et Ellice. Enfin, qui étaient soit sous domination britannique, soit sous domination américaine, sont devenus maintenant des États qui sont membres de l'ONU, mais pas totalement. Ils sont pas membres du FMI, ils sont pas membres de je sais plus quoi, de l'OMS. Enfin, c'est des espèces de trucs un petit peu pour une raison très simple en fait. C'est que ce sont des micro-États qui ne sont pas viables économiquement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et le problème qui se pose, c'est que si un État devient indépendant, et s'il n'a pas cette puissance tutélaire qui sont essentiellement l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, parce que les États-Unis sont très présents aux îles Hawaï, c'est le 50e État des États-Unis, mais sont également présents dans les îles Samoa, ce qu'on appelle les Samoa américaines, et puis avec Pango, ils sont également présents très présents aux îles Mariannes, etc. C'est là où il y a l'atoll de Bikini, où ont eu lieu les explosions nucléaires. Si les anglo-saxons s'en vont, eh bien, il y a une puissance qui arrive. Donc là, on est dans la haute géopolitique, c'est la Chine. Et ça ne cesse pas d'inquiéter, d'ailleurs, les Australiens, les Américains et les Néo-Zélandais, c'est qu'il y a un État qui s'appelle les îles Salomon, dont la capitale est Honiara. C'est là qu'il y a l'île de Guadalcanal, où ont eu lieu des combats acharnés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les îles, la République des Salomon, je ne sais plus si c'est une république, les îles Salomon, non, je pense que c'est pas une république, excusez-moi, ça fait partie du Commonwealth, donc le chef d'État des Salomon, c'est le roi d'Angleterre. Eh bien, le premier ministre des Salomon a été reçu en grande pompe à Pékin, et les Chinois ont décidé de créer une base militaire aux Salomon. Voilà. C'est-à-dire à quelques milliers de kilomètres des côtes australiennes. Et évidemment, les Chinois sont très actifs sur la région parce qu'ils voudraient s'approprier des ressources minérales et puis également s'approprier éventuellement des ressources, comment dirais-je, que l'on trouve dans les océans, notamment de poissons, d'holothuries, etc. Et puis leur présence militaire est très importante. Voilà un petit peu le contexte. Alors, les accords de Bougival, en fait, ont mécontenté tout le monde. On mécontenté les loyalistes, parce que ça sent pas très bon quand on parle d'un État de Nouvelle-Calédonie, quand on parle d'une nationalité calédonienne, quand on dit que finalement l'ensemble de la politique intérieure va être dévolue aux Calédoniens, quand on dit même que la politique étrangère, ça va leur être dévolu, enfin, il reste plus grand-chose. Les tensions sont beaucoup plus importantes qu'en Polynésie, où en Polynésie française, il y a les mêmes phénomènes, mais en Polynésie française, le gouvernement de Polynésie française a une très très large autonomie, et la France fait les relations internationales, la défense, voilà, et puis surveille un petit peu l'économie et les finances avec le franc Pacifique.
Mais en Calédonie, ça a pris une méchante tournure. Et les partis loyalistes se sont dit que bon, c'était vraiment l'extrême limite de ce qu'ils pouvaient accepter. Et puis les indépendantistes ont signé, sauf qu'un mois après, c'était je crois au mois d'août, les accords dataient du mois de juillet, un mois après, eh bien le FLNKS, c'est-à-dire la principale partie prenante de ces accords de Bougival, s'est retiré. Voilà. Faisant un patatras. Entre-temps, on a eu les problèmes français, c'est-à-dire que on avait eu j'ai oublié de le préciser, c'est un point important, c'est que Michel Barnier, lorsqu'il a été Premier ministre, il a été peu de temps, mais il a mis le feu aux poudres parce qu'il a décidé de revenir sur la composition du corps électoral et d'autoriser des gens qui sont présents en Nouvelle-Calédonie depuis 24 ans de voter. Et c'est ça qui a provoqué, d'ailleurs, des événements explosifs en Nouvelle-Calédonie. Donc ça a été l'explosion générale. Alors là, on en est dans une zone où maintenant, Manuel Valls est parti avec Bayrou. Le Cornu a nommé comme ministre de l'Outre-mer Madame Naïma Mouchou. Alors je ne sais pas ce qu'elle connaît exactement du dossier calédonien. Il était question d'avoir une nouvelle consultation début 2026 avec la population calédonienne, alors avec un périmètre électoral qui restait un petit peu flou, mais enfin a priori qui a été celui peut-être des référendums, mais peut-être un petit peu différent. Et puis là, le FLNKS et les indépendantistes ont hurlé, ont dit que ça ne leur allait pas du tout, etc., parce qu'en fait, ils refusent tout compromis et ils veulent maintenant l'indépendance pure et simple. Certains d'entre eux, pas tout le monde, certains d'entre eux. Je serai exhaustif, je suis un peu exhaustif, excusez-moi, c'est un sujet quand même extrêmement grave, parce que c'est vraiment notre présence en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a actuellement un petit contentieux territorial avec le Vanuatu, avec deux îlots, les îlots de Matthew et Hunter, qui ont été rattachés un petit peu artificiellement à la Nouvelle-Calédonie. Il y a plusieurs... c'était au XIXe siècle, je crois, qui est revendiqué par le Vanuatu et qui... il se dit que Macron aurait la tentation de céder ces deux îlots. Ces deux îlots n'ont pas d'intérêt... ils sont inhabités. Ils ont un intérêt en termes de zone économique exclusive. Et surtout, ils ont un risque, c'est que c'est un risque de contagion, un risque d'exemple. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'observateurs qui tirent la sonnette d'alarme en disant qu'il ne faut pas mettre le doigt dans cet engrenage, parce que si on restitue... si on donne les îles de Matthew et Hunter au Vanuatu, il faudra bientôt donner les îles éparses autour de Madagascar, à Madagascar ou à l'île Maurice qui les revendiquent, et puis pourquoi pas aussi les terres australes et antarctiques françaises, et puis bref, le démantèlement du pays qui irait voilà. Alors, il y a les îlots de Matthew Hunter, mais la Nouvelle-Calédonie, elle, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ça serait évidemment quelque chose d'extrêmement grave à tous les égards, y compris d'abord au fait que c'est un pays de 250 000 habitants, où il y a quand même à peu près sur 250 000 habitants, on peut estimer qu'il doit y avoir 140 000 habitants qui refusent l'indépendance. Donc ce serait un déni de justice. Sauf à considérer, comme d'ailleurs une fraction de LFI, que les anciens colons doivent partir alors que certains sont installés depuis 5 ou 6 générations. Il est d'ailleurs assez cocasse de voir comment LFI trouve tout à fait normal, s'indigne que certains parlent de grand remplacement en France, mais en revanche applique les théories du grand remplacement en Nouvelle-Calédonie en disant que tous les Français qui sont arrivés depuis 1853 quasiment doivent dégager. On est face à ce genre de situation. Donc c'est un sujet quand même extrêmement compliqué, où les passions humaines sont évidemment très ardentes, puisqu'il y a des personnes qui ont... Notre ancien délégué, que je salue au passage, je sais qu'il était prof de gym, et il s'est installé depuis 24 ans en Nouvelle-Calédonie avec sa femme, il y a eu des enfants, et 24 ans, il est toujours en Nouvelle-Calédonie, c'est là qu'est sa vie, en fait. Il n'a toujours pas le droit de vote. Voilà un exemple, par exemple, qui est très très mal perçu. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore sur cette question ? Je terminerai en disant que Macron et la situation a été aggravée
par Macron. Et notamment par ce que nous faisons, la politique étrangère de Macron. Puisque parmi les dirigeants indépendantistes, dont je rappelle qu'ils appartiennent à des clans chefs de tribus, éventuellement propriétaires des terres, notamment il y avait, alors faut pas se laisser leurrer par le mot socialiste, hein. Il y avait un des leaders au moment des événements d'Ouvéa qui s'appelait Nidouach Neslin, qui était de la Ligue Kanak Socialiste, en fait qui était un chef de clan. Et en fait, c'est sa fille Odaïka Neslin qui maintenant est à la tête est une leader indépendantiste, donc c'est vraiment par filiation. Eh bien, elle a cette dame, cette compatriote, avec l'autorisation de Roch Wamitan, qui est également un chef propriétaire des terres, qui est également un leader indépendantiste. Cette dame a signé un partenariat avec la République d'Azerbaïdjan, puisque le président Aliyev, le président d'Azerbaïdjan, a fait savoir que puisque les Français, n'est-ce pas, essayaient de déstabiliser, soutenaient l'Arménie, par exemple. Nous avons eu des positions de soutien à l'Arménie. Nous avons également une politique anti-russe. Or, les liens entre l'Azerbaïdjan, qui est une ancienne république socialiste de l'Union soviétique, et la Fédération de Russie, les liens entre le président Aliyev, que j'avais rencontré quand il était déjà président, quand j'étais aux affaires, ça remonte à, c'est quand même incroyable. Et c'était il y a 25 ans, je ne sais plus. Il était, ça a bientôt 30 ans en fait. Il était déjà président. Moi, j'étais dans un cabinet. J'étais allé le rencontrer avec mon ministre à l'hôtel de Crillon, président Aliyev. Il est président de l'Azerbaïdjan, mais il entretient les meilleurs liens avec Poutine. Donc le soutien qu'on apporte à l'Ukraine, la politique guerrière que l'on a contre la Russie, eh bien, se traduit, comme c'est toujours ce jeu de géopolitique avec des tenants et des aboutissants parfois insoupçonnés. Eh bien, l'Azerbaïdjan est quasiment mandaté pour chasser la France de Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est une réponse du berger à la bergère, puisqu'on trouve très bien que des territoires qui ont été, comment dirais-je, qui ont été conquis par la Russie au XVIIIe siècle, eh bien que la Russie, il n'y a pas de droit. Hein, c'est notamment le Donbass. Ben, si on applique la même chose, la France n'a pas de droit non plus en Nouvelle-Calédonie. Donc on nous applique, c'est une réponse du berger à la bergère. Donc il y a certainement des fonds qui ont été versés par l'Azerbaïdjan, des conseils, peut-être pire, peut-être des armes, je ne sais pas. Et puis aussi l'influence de la Chine. Hein, lorsque Macron joue les matamores en envoyant une frégate dans le détroit de Chine, lorsque Macron prend parti pour Taïwan, etc., eh bien le gouvernement de la République populaire de Chine peut très bien agir avec ses réseaux d'influence, d'autant plus qu'il y a nous avons des compatriotes d'origine chinoise dans ce territoire. Il peut y avoir peut-être des gens qui ont des liens avec la République populaire de Chine. Voilà. C'est-à-dire que la France risque de perdre ce territoire pour notamment avoir une politique étrangère où on se mêle de ce qui ne nous regarde pas ailleurs. Donc dans la mesure où on se mêle de ce qui ne nous regarde pas en Chine ou en Ukraine, eh bien il est assez normal en définitive que certains veuillent nous faire la peau. Voilà. Alors pour ce qui me concerne, je terminerai, j'ai été horriblement long, je vous prie de m'en excuser, mais c'est important, parce que c'est vraiment un peu de l'avenir de la nation qui est en cause, hein. C'est très 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 important. Moi j'ai toujours dit que, personnellement, je pense que cette affaire aurait pu être réglée depuis longtemps si on avait mis le paquet sur la Nouvelle-Calédonie. Moi j'ai toujours dit un projet, d'abord de mieux faire connaître la France à nos compatriotes kanaks, parce qu'ils vont jamais en France, en fait. Donc moi, je trouve qu'il faudrait favoriser les échanges scolaires dans les deux sens, qu'il y ait beaucoup de jeunes Français qui puissent aller dans l'outre-mer français. C'était dans mon programme, rappelez-vous, et réciproquement. C'est un premier point. Deuxièmement, que l'on mette beaucoup plus d'argent sur la Nouvelle-Calédonie.
C'est une misère ce que l'on verse à la Nouvelle-Calédonie par rapport à ce que l'on donne à cet escroc de Zelensky. Mais on marche sur la tête. Si on avait, au lieu de se mêler de ce qui ne nous regardait pas, au lieu de donner des milliards et des milliards en pure perte à Zelensky et à l'Ukraine pour satisfaire les exigences de l'État profond américain, eh bien nous aurions pu mettre beaucoup d'argent en Nouvelle-Calédonie, également en Guyane et à Mayotte, où le feu couve sous la cendre. C'est une évidence. Parce qu'il y a quand même pas énormément de Kanaks, et parmi ceux-là, il y en a beaucoup, et qui sont quand même dans un processus, quand même, d'acculturation à la République française. Ils sont également français. Hein. Il y a Carambeu, par exemple, tout le monde sait, ce joueur est d'origine kanak. Donc, moi je suis, par exemple, aussi, je l'avais dit et redit, je ne trouve pas normal qu'il n'y ait jamais eu, sauf erreur de ma part, un Kanak membre du gouvernement français. On a eu notamment Madame Sonia Baquez, qui m'avait très gentiment reçu à Nouméa, qui est à la tête des Républicains en Nouvelle-Calédonie, qui a fait partie d'ailleurs des gens qui ont signé les accords de Bougival, qui a été secrétaire d'État. Elle a été membre du gouvernement. Donc il y a eu déjà des Calédoniens, enfin des Français installés en Nouvelle-Calédonie, vivant en Nouvelle-Calédonie, membres du gouvernement, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de Kanak. Voilà, il faut des reconnaissances, il faut brasser les populations, et il faut mettre beaucoup plus d'argent que ceux que l'on met. Quand je dis beaucoup plus d'argent, c'est pas des milliards et des milliards, hein. C'est-à-dire, on aurait mis depuis 5 ans, on aurait distrait les milliards qu'on a versés à Zelensky, au lieu de les donner à Zelensky, on en aurait mis une petite partie sur la Nouvelle-Calédonie, mais je peux vous dire que les choses auraient certainement évolué dans un sens beaucoup plus favorable. Voilà, en tout cas, affaire à suivre. En tout cas, je voudrais dire ici à quel point je suis ce dossier de près, je crois, j'ai prévu d'ailleurs de faire une téléconférence avec des gens qui suivent ce dossier de près à Nouméa. C'est quelque chose qui est vraiment important pour notre pays et pour l'image du pays et de la France dans le monde.